Eh bien bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Ici Maintenant. Vous êtes avec Olivier et puis on doit accueillir ce soir Della qui est avec nous au Québec par Skype. Della est une médecin urgentiste québécoise et puis Della est également auteur d'un très bel ouvrage qui s'appelle Le cœur ouvert à l'infini aux éditions Acarias. Alors bonsoir à toi Della, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Olivier. Est-ce que, s'il te plaît, pour commencer, tu voudrais expliquer ton parcours d'éveil? Qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui et avoir complètement changé de carrière? Voilà, je n'étais pas une chercheuse spirituelle dans le sens connu du terme. J'étais plutôt quelqu'un d'assez tranquille qui faisait sa vie tranquille, qui a fait des études, qui provient d'une famille, on va dire, sans problème. Et puis, j'ai fait mon cours d'infirmière et puis ensuite, j'ai fait mon cours de médecine parce que le soin à l'autre me passionnait vraiment beaucoup. Et dans le domaine de la médecine, c'était la médecine d'urgence qui m'intéressait le plus. Donc, c'est l'orientation que j'ai prise. J'ai eu une famille, j'ai eu 3 enfants qui sont merveilleux. Et puis, donc, en 2005, alors que vraiment je m'attendais à rien, j'ai eu une expérience d'hypnose qui m'a amenée finalement à réaliser l'être, à réaliser l'amour inconditionnel, à réaliser l'un. Donc ça a été oui. Non, on t'écoute. Ok, parfait. Et puis ça a été une expérience qui a profondément bouleversé ma vie à tous les points de vue, au niveau de la nature du réel en fait. Et aussi au niveau de toutes les croyances qui étaient rattachées à qui je croyais être, qui ont été vues en fait comme des croyances et qui doucement, au fil des 2 années qui ont suivi, ont perdu de leur importance. Donc c'est un peu mon cheminement, ce qui fait que suite à ça, j'ai arrêté de pratiquer la médecine, pas parce que je n'aimais plus ça, mais plutôt qu'au niveau de l'élan du cœur, on va dire, c'était plus tranquille, c'était plus solitaire. J'avais comme une invitation beaucoup plus profonde à laisser aller tous les concepts associé à ce type de guérison en particulier que je nie absolument pas aujourd'hui, que je trouve merveilleux aussi. Mais donc pour moi, j'étais rendue à un point où les patients qui rentraient, je les voyais parfaits. Donc c'était assez difficile pour moi de poser un diagnostic et de traiter. Donc j'ai arrêté de pratiquer. Est-ce que tu peux décrire cette expérience 2005 plus en détail? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'était que ce basculement? En fait, j'étais allée en hypnose avec la question comment je pouvais irradier la paix dans la maison, alors que, bon, il y avait un peu de conflit occasionnel à la maison, mais je me demandais comment est-ce que je pouvais contribuer à apporter de la paix. Et puis, donc c'était la question, on m'avait demandé une question spécifique, quelle était-elle, et puis c'est comme ça que c'est sorti. Donc pendant la période d'hypnose, le thérapeute m'a conduit vers un escalier qui avait comme plusieurs marches, peut-être une dizaine de marches, et puis il me demandait de décrire en fait quel était le voyage, qu'est-ce qui se passait au niveau des portes à traverser, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté des portes et tout. Et puis ce que j'ai vu à ce moment-là, c'était un tunnel de lumière. Donc, je me suis tranquillement avancée dans ce tunnel et plus j'avançais, plus je perdais la forme de mon corps physique et plus je devenais esprit. Je pourrais dire corps de lumière à ce moment-là. Et puis, au bout du tunnel, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a comme plusieurs autres êtres de lumière qui m'ont enveloppée
Et cette énergie-là, en fait, elle est devenue l'un. À ce moment-là, je ne pouvais pas distinguer qui était le moi, parce qu'il y avait cette unité, cette évidence que tout fait partie de cette unité-là, de cet amour inconditionnel-là, et j'ai senti un amour indescriptible pendant le moment que j'ai passé là, on va dire, de cette expérience, ou plutôt, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence. Mais bon, la vie est un grand mystère. Mais je suis revenue avec cette évidence-là. Est-ce que quand tu es revenue de cette expérience, est-ce qu'elle après, elle a duré? Est-ce qu'il y a eu des phases? Parce que lorsqu'on lit ta courte biographie sur ton ouvrage, je vais la lire, elle est intéressante, elle est courte, mais elle donne quelques idées. 2005, Della, médecin urgentiste québécoise, entre en collision avec l'unité, en collision. Hein, donc déjà, on voit bien que c'est quelque chose de... une grosse secousse, un gros choc. Ce choc radical spontané est suivi pendant 2 ans de multiples secousses. Donc voilà la réponse à ma question, mais j'aimerais bien que tu développes. Desquelles émerge un regard frais et libre sur la réalité. Son partage est un témoignage d'ouverture, d'amour, d'éveil et de simplicité. Oui, en fait, quand je suis revenue à moi dans mon corps allongé sur la table, en fait, j'avais beaucoup pleuré, j'avais des larmes d'émotions intenses à avoir touché à cet incroyable amour. Donc, je suis retournée chez moi et cette espèce de connexion profonde où je n'étais plus vraiment, tu vois, en contact avec, on va dire, la réalité relative ici. Ça a peut-être duré 24 heures. Donc, l'intensité de l'expérience directe a duré à peu près 24 heures. Et puis ensuite, ça s'est transformé en une évidence au niveau du cœur, mais le voyage restait duel, dans le sens que il y avait moi qui avais vécu cette expérience-là et il y avait une voix qui m'accompagnait sur la route les 2 ans qui ont suivi, que j'appelle le décapage, en fait. Donc, cette voix-là, elle me demandait, par exemple, es-tu prête à laisser aller telle croyance par amour? Es-tu prête à laisser tomber les tabous par amour? Es-tu prête à laisser tomber le conditionnement par amour? Donc, il y avait toujours cette forme de question qui revenait quand je me sentais un peu, je dirais, prise dans un conditionnement ou dans une croyance. Donc, cette voix-là, elle m'a accompagnée pendant 2 ans. Ces 2 années-là ont aussi été très très forte en expérience spirituelle assez intense, de voir les auras spontanément. J'ai commencé à voir les auras des gens, j'ai commencé à sentir ou à entendre leurs pensées, à connaître leur passé aussi. Donc il y avait plusieurs expériences un peu transcendantes comme ça où je pouvais parler aux entités. Donc, il y avait un monde s'est ouvert, je dirais, qui en même temps... c'était très riche, c'était très intéressant, mais c'était un monde, pour moi, c'était comme un monde d'exploration, mais qui pouvait facilement devenir un monde de pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas sur le chemin. Donc, c'est quelque chose sur le chemin où j'ai demandé que ça me soit enlevé. Je trouvais que c'était surajouté à une réalité qui était tellement riche dans sa simplicité que tout cet aspect-là, c'était pas quelque chose que j'avais envie de garder. Et puis donc, c'est ça, tranquillement, après 2 ans, la dernière question qui m'a été posée, c'était est-ce que j'étais prête à laisser aller la médecine? Et puis, c'était OK. Donc, j'ai quand même vécu un deuil à peu près 8 mois parce que j'adorais mon travail, j'aimais beaucoup, beaucoup ce que je faisais, mais il était clair que mon chemin était dans une autre direction, ça prenait une autre direction. Et à ce moment-là, la voix s'est éteinte
Et c'est comme si cette voix, ben, en fait, on est le même, on est tous le même. C'est comme quelque chose de beaucoup plus simple qui s'est déposé. Donc aujourd'hui, tu as fait ce choix de ne plus avoir toute cette réalité surajoutée, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, donc, tu n'as plus toutes ces voix, ces phénomènes où tu entends les pensées, etc. Tu as fait le choix de te couper. Aujourd'hui encore, ça dure, c'est ça? Oui, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que je laisse traverser ce qui me vient, si ça vient, mais je ne mets plus mon attention sur ce genre d'éléments-là qui sont souvent, en fait, réducteurs, une réalité qui est plus directe, qui est plus simple. Comment tu la décrirais, cette réalité plus simple? Parce qu'effectivement, on a tendance à penser que quelqu'un qui peut lire dans les pensées des gens, connaître leur passé, parler avec des guides, serait quelqu'un qui serait justement éclairé par rapport à la réalité que l'on voit nous, qui est très terne par rapport à ce qu'elle est. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette réalité plus simple qui te permet d'avoir encore plus d'avoir une vue plus juste de la réalité? Pour moi, c'est un regard qui émane plutôt du cœur qui est simplement qui est en ouverture. Le cœur, il n'a pas d'agenda, il n'a pas besoin d'interpréter la réalité. Il est simplement là. Il est disponible, il est ouvert à rencontrer la vie telle qu'elle est et en faire le reflet si ça vient. Tu vois, c'est comme un miroir direct finalement qui est assez silencieux. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intuition? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'intuition? J'imagine qu'on pourrait je l'appelle pas intuition, mais j'imagine qu'on pourrait l'appeler intuition. C'est comme des choses qui me viennent comme ça et que je propose, des hypothèses, des pistes à explorer. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste dans l'instant. Oui. Effectivement, on dit que tu es passé de médecin urgentiste à médecin des âmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que je fais ou ce que je propose aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont soif de simplicité, de réalité, de réalisation, ce que je propose, c'est de transformer le regard sur la vie, comment je peux dire, c'est de regarder consciemment quel est le conditionnement qui se joue, qui réduit cette vie tellement riche, mais à la fois tellement simple, qui la réduit à un monde connu et qui nous emprisonne en quelque part, dans quelque chose qui nous paraît terne. Ce conditionnement, en fait, sont des habitudes par le fait d'être incarné, de vivre collectivement les mêmes croyances. Donc, il y a des croyances qui sont tellement prises pour acquis qu'on ne les remet pas en question, comme celle par exemple, qu'on est tous séparés les uns des autres. C'est intéressant à remettre en question. Il y a des croyances profondes comme ça qui limitent immédiatement le contact du cœur avec la réalité qu'on est l'un tous ensemble. Donc, c'est un peu c'est ma passion pour le moment. Donc, tu as volontiers quitté ta blouse de médecin pour devenir médecin des âmes et donc accompagner les gens, c'est ça? Dans la révolution. C'est ce que je fais, oui. D'accord, c'est ton activité principale aujourd'hui. Oui, c'est ça. D'accord, alors tu es donc l'auteur de ce livre dont j'ai parlé en début d'émission, Le cœur ouvert à l'infini, aux éditions Acarias. Déjà, je trouve que c'est un titre très très beau, très poétique, Le cœur ouvert à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, le cœur ouvert à l'infini, c'est un cœur qui est disponible, qui est complètement ouvert à tout ce qui peut se présenter, à tout ce qui est là, qui est disponible, à tout ce qui
à tout ce qui est fermé, à tout ce qui est difficile, à tout ce qui est beau, qui est bon. C'est un cœur ouvert qui a envie, en fait, de respirer la vie qui est là, de respirer la vie qu'on est tous. Oui, c'est ça. Et quelle est la place du mental là-dedans? Parce que est-ce que tu fonctionnes essentiellement avec ton cœur? Est-ce que c'est donc ton cœur qui te permet de percevoir la réalité à l'extérieur, donc cette réalité plus fine que la réalité que la plupart d'entre nous voyons? Et quelle est la place du mental là-dedans? Pour moi, le mental, c'est un très, très bel outil. C'est un très bel outil qui peut être utile, mais de façon très, très importante sur l'ouverture à la vraie nature de la réalité, parce que on pense parfois que le mental, c'est un problème, mais pour moi, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt que le mental a besoin d'un nettoyage, il a besoin d'un reformatage, il a besoin de comprendre où il se fait prendre par l'énergie qui nous sépare, l'énergie de protection qui nous sépare les uns des autres, parce qu'on part avec l'idée que l'on est séparés des uns des autres. Donc, en étant séparés, on a besoin de se protéger. Et cette énergie de protection, on les appelle, nous, pour nous aider à imager tout ça, c'est les gardiens de la séparation. On les appelle les gardiens de la séparation. Et les gardiens de la séparation, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont modifier, ils vont altérer notre façon de penser de telle sorte à maintenir notre protection en place, donc pour nous protéger, mais malheureusement, qui maintient la séparation. Donc, l'invitation au niveau du mental, c'est de nettoyer ces processus de séparation, de nettoyer ces processus de réduction de la vie. Qui sont conditionnés collectivement. On est conditionnés collectivement à vivre, à regarder à travers cette protection-là, donc qui nous empêche en fait de goûter à plus de sincérité, à plus de légèreté, à plus de vivant. Hein? Donc, pour moi, oui, effectivement, le mental est vraiment très, très utile. C'est un allié, en fait, sur le chemin de l'ouverture. Est-ce que tu pourrais décrire plus précisément, plus concrètement ce phénomène des gardiens de la séparation? Et je pense notamment à ce rêve que tu as fait dans lequel tu vois quelqu'un qui t'appelle à l'aide depuis un bâtiment. Est-ce que tu peux illustrer et en parler de manière plus claire? Oui, en fait, après cette réalisation-là, j'ai commencé à témoigner, à accompagner des gens. Et ce que je voyais, c'est qu'il y avait à la fois une soif très, très forte de libération de l'identité séparée. Il y avait une soif très importante et à la fois, je sentais une résistance, comme une résistance viscérale à dépasser ces murs de croyances, ces murs identitaires. Et donc, en fait, je me suis même demandé si je ne devrais pas arrêter simplement de partager, parce que je me disais, ben peut-être que ça ne doit pas se faire, tu vois, parce que je sentais comme une vague de fond de résistance qui me questionnait beaucoup. Et donc, j'ai fait ce rêve. C'est ça, où il y a une personne du haut d'un édifice qui crie « Aidez-moi, je suis emprisonnée ici, j'arrive pas à sortir de chez moi ». Donc, alors ce que j'ai fait, j'ai monté les escaliers et puis à chaque porte de sortie, à chaque étage, donc il y avait des gardiens qui étaient postés et qui empêchaient en fait cette personne-là de sortir de ce que lui percevait être sa prison. Donc on a réussi à descendre jusqu'au palier principal et puis devant les grandes portes de sortie, il s'est écrié à ses gardiens arrêtez-la, elle veut me sortir de chez moi. Donc, ce rêve-là a été très significatif. En fait, ça a été un basculement important pour moi au niveau de mon approche. C'est que j'ai réalisé qu'il y a une énergie qui est là et c'est nous-mêmes qui les avons mises en place, nous-mêmes ou la conscience, dépendamment des points de vue, mais
on est souverain, en fait, on les a engagés, on est souverain de ces gardiens-là qui nous protègent. Donc, à partir de là, on peut approcher le chemin de l'ouverture avec la personne devant nous comme allié pour regarder ensemble cette énergie de protection sans y être identifié. Parce que la difficulté, c'est quand on y est identifié, eh bien là, on n'a pas de chance, tu vois, parce que la protection, elle sent le besoin de rester dans son cocon identitaire. Donc, en étant allié avec la personne pour pouvoir regarder cette énergie-là, ça, c'est vrai, ça ouvre vraiment au possible, parce qu'on n'est plus identifié à la protection. Et alors, pour être concret, ces gardiens de la séparation, donc c'est ce qu'on pourrait appeler les schémas autodestructeurs, c'est ça, d'auto-sabotage, tout ce qui est du domaine de la, je sais pas, la méchanceté, la colère, toutes les émotions fortes, tout ce qui nous empêche d'accéder à ce que l'on est vraiment, à notre identité véritable. Est-ce que tu peux les nommer? Est-ce que tu peux les nommer pour que ce soit plus concret? Ça peut être ça. En fait, je les appelle, moi, il y a les gardiens du moi. Et il y a les gardiens du je. Les gardiens du je, c'est les gardiens du mental. Les gardiens du moi, c'est une énergie qui est plus proche, qui est plus collée à notre identité. Le gardien de la possession, par exemple, le gardien de la méfiance, le gardien de l'intensité qui va éviter finalement d'aller vers trop d'ouverture. Il y a le gardien de l'inconfort qui, aussitôt que ça sort de sa zone, de son monde connu, ça va dire non, on va pas là, c'est dangereux. Donc il y a on va dire les protections instinctives qui sont là. Qui va dire ça c'est à moi, ça c'est mon truc, ça c'est ma vie, ça c'est mon expérience. Tu vois, il y a quelque chose qui ramène rapidement à l'identification, alors que la vie, elle n'a pas de propriétaire. Tu vois, donc ce sont les énergies, les gardiens du moi, et les gardiens du je, du mental. Ben, c'est ceux qui vont récupérer la vie. Sans interprétation, qui va l'interpréter sur une ligne du temps, qui va l'interpréter en tant qu'identité, c'est mon identité, je m'appelle un tel, je fais ça dans la vie et tout. Donc, il y a plusieurs gardiens du je qui se déploient, en fait, de façon assez insidieuse, parce que c'est tellement naturel pour nous de se penser en tant que je suis une personne qu'on ne questionne pas ça, tu vois, on part de cette croyance, puis c'est vrai qu'elle est tellement collectivement ancrée qu'on a du mal même à imaginer qu'on est l'un. Donc, on identifie ces différents gardiens-là et on se demande en fait s'ils sont encore nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus personne, ça ne veut pas dire qu'on se laisse marcher dessus parce qu'il n'y a plus rien, ça veut dire qu'on n'est pas identifié à ces critères restrictifs. On s'ouvre de plus en plus. Dans les gardiens du mental, il y a les gardiens, entre autres, qui maintiennent le statu quo. Donc, ils vont travailler très, très fort à ce qu'on reste la personne qu'on pense qu'on est. Et puis, il y a les gardiens du monde idéalisé. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plutôt dire, ben, le moment présent, il ne représente pas la plénitude, cherche ailleurs. Donc, encore une fois, ce sont des gardiens qui maintiennent toujours une dualité pour préserver notre identité et pour nous empêcher, en fait, finalement, de revenir ici et de prendre le risque de devenir cette vie qu'on est déjà. Donc, ces gardiens, ce sont nos schémas, ce sont nos blessures, c'est ça, si je comprends bien, puisque c'est quand même une expression que moi, c'est la première fois que j'entends. J'imagine que les auditeurs aussi, ou peut-être que te connaissent-ils déjà et l'ont-ils déjà entendu, mais est-ce que tu peux préciser exactement? Parce qu'on entend souvent parler de nos blessures, de nos schémas autodestructeurs, etc. Ouais. Est-ce que tu peux faire le lien, peut-être avec des mots qu'on connaît plus? Oui, comment je peux dire? En fait, par exemple, il y a les blessures, par exemple. Les blessures sont des mécanismes qui sont couramment utilisés en psychothérapie et qui ont une attraction très forte par rapport au film de qui on croit qu'on est. Et ces blessures-là, en fait,
de mon point de vue, ce sont des portes pour revenir à la maison. Mais la façon que les gardiens fonctionnent, c'est que, par exemple, si on est touché, on se sent, par exemple, rejeté. La première chose qu'on va faire, on va dire « l'autre m'a rejeté ». Okay? Donc, les gardiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une causalité, ils vont créer cette dualité, ils vont projeter à l'extérieur la source du vécu immédiat de rejet dans l'instant, ils vont projeter à l'extérieur. Et puis, à ce moment-là, une fois qu'on est pris dans la dualité, ben, on a un problème à régler dans la dualité. C'est parfait, hein, parce que pour moi, tout le monde de la psychologie, c'est tellement important parce que ça allège, je peux dire, ça diminue l'attraction à la douleur, à la blessure. Donc, c'est très, très important, tout cet aspect-là. Au niveau du retour à l'un, ça représente aussi des opportunités pour toucher vraiment à ce qui se joue à l'intérieur et revenir à la maison. Pour revenir à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de revenir à la présence qu'on est. Et ça veut dire de prendre le risque d'écouter qu'est-ce que notre âme elle a besoin plus profondément. Hein? Quand on est suspendu dans le film de qui on croit qu'on est, ben, on interprète beaucoup et on prend des bonnes décisions, c'est parfait, moi je n'ai pas à discuter là-dessus, mais parfois ça crée un décalage ou un laps de temps qui s'ajoute finalement à la possibilité d'écouter son âme dans le moment qui dit « ouais, OK, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin d'écouter, j'ai besoin de bouger dans telle direction ou dans l'autre. » C'est un réapprentissage, en fait. Se libérer des gardiens, c'est se libérer de l'attraction du film qui va nous dire bien sûr que tu as une blessure, bien sûr que c'est à cause de l'autre, bien sûr que c'est à cause de ton enfance, tout ça. Donc, d'accord, j'honore complètement. Donc, ce n'est pas pour nier le vécu de chacun et de chacune, ce n'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est de profiter de l'opportunité d'honorer tout ça, mais aussi de revenir à la maison et de retrouver une complétude intérieure dans le fait d'être complètement unifié finalement avec le sentiment, par exemple, d'être rejeté, d'être blessé, de prendre le temps de s'ouvrir le cœur, d'ouvrir cette présence, de permettre à cette présence de prendre soin de ce qui est touché à l'intérieur. Tu vois, comme c'est un acte sacré, c'est un acte précieux d'honorer ce qui est là. Et cette ouverture à ce qui est là, ce n'est pas notre identité qui peut faire ça. C'est la présence qu'on est qui peut faire ça. C'est le cœur ouvert qui peut faire ça. Donc, c'est un réapprentissage de reconnexion avec cet amour qu'on est qui peut prendre soin de ce qui est vécu. Donc, si je comprends bien, le rôle des gardiens, au final, il est double. Hein. Il est sur le plan, si on peut dire, négatif, de nous préserver, de préserver l'identité. Pardon, plus exactement, il est plutôt de nous empêcher de retourner dans l'unité. Et sur le plan positif, c'est de préserver finalement ce que l'on est, notre identité, et donc d'empêcher la mort de l'ego. C'est ça finalement le rôle de ces gardiens. Exactement. Exactement. En fait, il nous préserve de l'unité parce qu'en fait, pour moi, c'est un mouvement d'amour. Hein. C'est quand nous, notre âme, elle adhère pour un temps au fait d'être une identité séparée. Et tant qu'on adhère à cette idée qu'on est une identité séparée et qu'on y croit, bien, les gardiens, ce sont nos alliés. Donc, c'est important d'honorer profondément la présence des gardiens s'ils sont là, parce qu'ils sont là par amour. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de question. Cette énergie-là, elle se dissout, elle se détend quand on a envie de faire face à cette peur ou à cette anxiété de découvrir plus large que cette identité. Mais les gardiens, ils se détendent si on a envie de s'ouvrir davantage. Parce que la réalité, c'est que plus on s'ouvre, moins il y a d'enjeux.
C'est la simplicité du vivant. Plus on s'ouvre, moins il y a d'enjeux. Donc, c'est intéressant de les voir comme... Pour moi, ils n'ont pas d'aspect négatif, dans le sens qu'ils ont été là, la journée où on a envie de discuter, de se positionner différemment, ben ça se fait. Donc, c'est juste de prendre conscience, en fait, de ce jeu-là qui nous emprisonne tant qu'on n'en est pas conscient. Et tu parles aussi dans l'ouvrage de ce que tu appelles le gardien de l'originel. Oui. De quoi s'agit-il? Le gardien originel, on va dire, c'est le chef d'orchestre, en fait, qui permet de déployer, en fait, le cinéma maison dans lequel on croit passer notre vie. Donc, celui-là, il y a deux rôles particuliers qui sont immédiats. C'est celui d'abord de refuser la réalité inconditionnellement, donc dans l'instant, plutôt que d'être en ouverture à la vie telle qu'elle est. Lui, il va dire non. Non. Il va juste seulement dire non. Et puis, à partir du moment où il dit non, ben, il va nous faire regarder dans le film de qui on croit qu'on est. Il nous fait regarder moi j'appelle la caméra de la dualité. Et à travers ce film-là, eh bien, tout est possible. Les autres gardiens, eux, ce sont les scénaristes. Ils vont faire un film extraordinaire sur le film de notre vie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout est possible. Donc, deux rôles principaux, c'est l'opposition à la réalité et puis transformer, en fait, projeter notre regard dans l'histoire de qui on croit qu'on est. Donc, c'est intéressant parce que on peut décortiquer la fonction des différents gardiens, et puis il y en a plusieurs. On présente ça comme un jeu de cartes parce que on aime bien ce que ce soit léger et ludique, tout ça, mais la réalité, c'est que le jour où on s'ouvre complètement, inconditionnellement à la vie telle qu'elle est, c'est terminé. C'est terminé. Le voyage est terminé. Il s'arrête ici, maintenant, dans le vivant. Et ou l'autre possibilité, c'est si on arrête simplement d'adhérer au film de qui on croit qu'on est, ben c'est terminé aussi. Tu vois, c'est terminé. La projection, elle peut même continuer à être là. Ce n'est pas qui on est. Hein? Ce n'est pas qui on est. C'est un contenu qui apparaît dans la conscience qu'on est. Donc, c'est pour ça qu'on adresse le gardien originel, parce que c'est un peu c'est ça, c'est le chef qui permet à toute la production de se faire, de se créer, de se construire. Quand tu dis que la fonction première du gardien originel, c'est de s'opposer à la réalité, tu entends la réalité unique, c'est-à-dire l'unité, ou tu entends la réalité de tous les jours? En fait, principalement, c'est en se percevant en tant que moi, tout de suite, tu vois, il y a une réaction d'opposition au fait d'être... En fait, c'est presque une opposition à la fois à la dualité, c'est-à-dire que le moi, tout à coup, il se perçoit séparé. Tu vois, donc c'est comme immédiat qu'il est en danger. Donc, alors, je précise ma question parce qu'il y a aussi des moments où on est en état d'ouverture dans la vie, quand on vit des grandes joies, quand on vit des très beaux moments. Ouais. Est-ce que là, en l'occurrence, le gardien originel est du coup déconnecté, ou alors est-ce qu'il est encore dans sa fonction? Lui, il est toujours dans sa fonction si on se sent séparé. Mais sinon, il est juste pas là. Tu vois, tous ces gardiens-là, ils ne peuvent apparaître que dans l'instant. OK? Donc, tout le monde, dans sa vie, a des mouvements d'unité. On ne les perçoit pas nécessairement comme des moments d'unité, mais par exemple, toutes les nuits dans le sommeil profond, on est en unité profonde. Il n'y a pas de question. On est retourné à l'un, on est retourné au vide. Et puis, mais le matin,
les gardiens se réveillent avec nous et puis qui disent, j'ai vraiment très bien dormi ou j'ai mal dormi ou bon, ce matin, mon agenda est plein et puis j'ai plein de choses à faire, je suis déjà en retard et puis c'est parti. Tu vois, le film de qui je crois être redémarre à tous les matins. Donc, des moments d'unité, on les a, on en a tout le temps. Hein, il y a plein de moments où on ne se prend pas pour ce jeu. On est juste la vie qui se vit. On est en voiture, on oublie même qu'on est en voiture, on oublie même où on s'en va, et puis tout d'un coup, on est arrivé. On était complètement là, et puis on revient, puis on dit, ah oui, je suis arrivé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai complètement perdu la notion du temps. Bien là, le film reprend. Hein? Donc, et puis, ce qu'on croit être réel, c'est ce point de référence-là. Donc, notre vie, elle est semée de points de référence ponctuels, mais nous, on en crée un fil, et puis on dit, ça, c'est moi. Donc, c'est ça. L'invitation, c'est de regarder qu'il n'y a pas de fil, en fait. Il n'y a pas de fil. On recrée notre histoire à l'identique de la veille, pour se créer notre monde connu, mais le vivant, il est spontané à chaque instant avant qu'il soit interprété et repris par notre énergie de protection. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette première partie d'Ella qui est très intéressante. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale. Avant, je vais ouvrir le standard. Les auditeurs, vous pouvez nous appeler 0892 23 95 20 0892 23 95 20 si vous voulez adresser une question à Della qui est avec nous, Della qui est auteur de Le cœur ouvert à l'infini aux éditions Acarias. Une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après.
Je vous rappelle que vous êtes à l'antenne de Radio Ici Maintenant, que nous sommes en compagnie de Della et que vous pouvez passer vos appels au 23 95 20 0892 23 95 20 pour poser vos questions en direct à Della. Voilà, c'était le magnifique Moula Mantra de Deva Premal. Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2 dans l'émission Nouvelle Conscience en compagnie d'Olivier et surtout de mon invité Della. Della, es-tu encore avec nous? Oui, je suis avec toi. Voilà, donc pour cette petite pause, un petit peu de belle musique, on a pu réfléchir un petit peu à tout ce que tu nous as dit, notamment sur les gardiens. Et puis tu avais commencé à parler juste après avoir énoncé, effectivement expliqué ce que sont les gardiens, des moyens de retourner à l'unité, des moyens de retourner à la maison, comme tu le disais. Alors, qu'est-ce qui peut justement déconnecter ces gardiens de leur rôle? Est-ce que c'est le cœur? On a commencé à en parler en début d'émission.
Est-ce que c'est l'aspiration, justement, l'aspiration du cœur, de l'âme, à retrouver notre conscience d'origine? Oui, effectivement. L'élément le plus important, c'est l'aspiration. À partir de l'intention profonde du cœur, tout est ouvert, tout est possible. Donc, c'est vraiment l'élément numéro 1. Ensuite, je m'excuse parce que ça coupe. Il y a vraiment beaucoup d'écho. Ensuite, en fait, ça dépend de l'élan de chacun et de chacune. Il y a des personnes qui vont s'orienter vers une direction et vers l'autre. Et pour moi, chaque direction est juste parce que l'âme, elle sait naturellement vers quel chemin s'orienter pour répondre à cette aspiration-là. Et puis ensuite, le voyage est très, très beau parce que c'est un voyage d'exploration du mystère à travers différentes formes. Il y a quelque chose de magique dans le chemin de chaque personne. Alors, je voudrais lire un petit peu ce que tu as écrit dans ton livre. Tu as des chapitres qui sont un petit peu, qui sont assez courts pour être lus. Et je voudrais en lire un certain nombre qui sont très beaux, très poétiques et qui sont des fenêtres vers justement notre chez nous, vers l'unité. Je prendrai le premier chapitre pour commencer, et puis j'attendrai tes commentaires après. Mon premier chapitre intitulé « La conscience ». Il nous arrive parfois de vivre un moment où notre regard s'ouvre complètement. Par exemple, un moment dans la nature, devant un superbe coucher de soleil, où il n'y a que l'instant à la fois silencieux et plein. Un moment éternel, où le temps s'arrête, et où la perception de moi est simplement fondue au décor. Et si ces moments d'ouverture nous donnaient un bref aperçu d'une réalité plus profonde? La vie est-elle le résultat d'une forme d'évolution de la matière, dans le temps, ou plutôt l'expression directe d'une conscience universelle constituant l'essence de la réalité? Le sujet de ce livre, bien qu'il se veuille tout à fait inclusif de l'expérience d'évolution temporelle de l'humain, pointe plutôt vers cette deuxième perspective, et avec elle s'ouvrent de nouveaux possibles, la plénitude du moment présent, l'arrêt de la souffrance et la découverte de l'amour inconditionnel. La conscience universelle que je nommerai selon les circonstances, vie, divin, vraie nature, réalité, présence intime ou être, est dans son essence primordiale aimante et silencieuse, sans forme, sans sujet ni objet, comme une supernova d'amour traversant le prisme de l'expérimentation. Elle se découvre à travers le jaillissement de multiples couleurs passagères du moment. Chaque couleur spécifique constitue donc à la fois le tout dans son essence et le séparé dans son visible. Devant son élan fou de s'expérimenter dans sa totalité, la vie se permet même le jeu de s'oublier elle-même à travers des consciences perçues séparées d'elle. Elle crée l'humain, interface tout à fait propice à ce jeu. Celui-ci prend forme avec une capacité marquée à s'identifier au corps et une intelligence habile à s'approprier la conscience qui l'habite. Ainsi apparaît l'expérimentation de la dualité à travers de multiples regards séparés avec leur capacité de discrimination, de pensée et de mémoire, permettant la création du temps horizontal et la projection fantastique d'histoires imaginaires issues de celui-ci. L'élan de la conscience d'expérimenter toutes les possibilités d'elle-même se poursuit ainsi, entre autres, à travers la grande épopée du moi séparé et de son vécu de plus en plus dense et contracté qui se projette dans le « je » pensé, puis dans l'ego. Ce que je suis est un complet mystère pour qui je crois être. La silencieuse présence du moment permettant le « je » JEU de la distinction d'un moi et d'un autre. Tes commentaires? C'est complet. C'était dur avec moi là. Il y a tellement de choses à en dire, il y a tellement de choses très belles et très mystérieuses. Ne serait-ce que cette petite phrase, avec elle s'ouvrent de nouveaux possibles. La plénitude du moment présent, l'arrêt de la souffrance et la découverte de l'amour inconditionnel. Quel programme! Tu nous mets l'eau à la bouche. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vas-y, je t'écoute pour ça.
quelle est ton expérience de ça, de la plénitude de l'instant présent, de l'arrêt de la souffrance et de la découverte de l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est toi ce que tu as vécu et comment? Est-ce que tu peux décrire? Le détachement de l'idée de qui on croit qu'on est nous plonge dans cette plénitude de l'instant, nous plonge dans ce vivant qui est ce qu'on est déjà. Donc, ce qui est merveilleux, ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que le vécu séparé, il s'ajoute à l'unité qu'on est déjà. C'est une fine couche qui s'ajoute à la plénitude. Et puis, elle a tellement cette capacité d'attraction, comme une bulle de savon qui est pleine de couleurs, que tout ce qu'on voit, en fait, c'est la bulle de savon. Mais ce qu'on est déjà, c'est ce qui permet cette bulle de savon. Donc, c'est extraordinaire parce que on croit que quand on pense qu'on est séparé, on adhère à l'idée qu'il nous manque quelque chose. Alors que on est déjà le plein qui joue à penser qu'il nous manque quelque chose. L'invitation, elle est donc de regarder cette fine couche qui attire tant l'attention et qu'on décrit comme étant nous. C'est vraiment intéressant, c'est extraordinaire. Donc, pour voir que la bulle, elle n'est pas qui nous sommes, l'invitation, c'est de revenir à ce qui peut observer cette bulle, à ce qui peut décrire cette bulle, à ce qui peut ressentir cette bulle. Parce que tout ce qu'il voit, qu'il perçoit, qu'il ressent, c'est la plénitude de l'instant qu'il ressent. Ce n'est pas qui je crois être qu'il ressent. C'est ce qu'on est profondément qui ressent ça. Donc, l'invitation, c'est de revenir à ce vivant qui expérimente toutes ces couleurs-là, qui expérimente cette fabuleuse allégorie qu'on se raconte. Mais tout ce qui se raconte là, ce n'est pas nous qui le vivons, c'est notre vraie nature qui la vit pleinement et qui aime tellement qui on croit qu'on est, qu'elle autorise toute expression, incluant celle de trouver ça difficile, celle d'être identifiée, celle de souffrir de nos pensées. Elle est bouche bée devant cette expression d'elle-même qui s'expérimente à travers qui on croit être. Cette conscience, elle n'est pas extérieure à soi, elle n'est pas en haut, elle n'est pas en bas, elle n'est pas à côté, elle est ce qui se vit à travers nous-mêmes. Nous sommes l'existence qui vivons toutes les expériences de l'instant. Donc l'invitation, c'est de revenir à qui est-ce qui vit tout ça, si qui je crois être est une histoire. Alors cette invitation, comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que c'est par exemple la question qu'on se pose volontiers qui suis-je par exemple, hein, qui suis-je ou qui observe? Quelles sont les techniques que tu utilises pour aider les gens à revenir vers cette conscience? Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil aux auditeurs, sachant que auditeurs, on va faire après, auditeurs, auditrices, une petite méditation que Della va guider pour nous donner une petite expérience. Donc, quels outils? En fait, pour moi, il y a les outils de la voie verticale. La voie verticale, c'est le plongeon dans l'ici et maintenant. Il y a plusieurs techniques, hein, du qui suis-je, de la vision sans tête et tout ça. Ce ne sont pas des outils que j'utilise personnellement. Je me sens plus dédiée à la déconstruction, tu vois, à la clarté, à une conscientisation par rapport à ce qui se raconte sur nous-mêmes, par rapport à ce film, tu vois. L'invitation pour moi, et ça c'est ma couleur, parce que je sais bien que les voies verticales sont ont tout à fait leur place dans le grand buffet des chemins sur la route de soi-même. Mais pour moi, c'est plus de voir, mais qu'est-ce qui se raconte? Et est-ce que ça peut être vu à partir du cœur, à partir de l'amour, qui peut voir que quand on se raconte ça, on se protège,
On se protège de la sagesse de notre être. On se protège de la puissance de l'existence qui nous traverse. On se protège aussi du vide qu'on est aussi. Parce que la conscience, elle est à la fois la totalité, à la fois le vide. Ce sont les deux facettes de la même essence qui se manifestent. Donc, on se protège de cette douceur d'être, on se protège de cet amour par des stratégies qui sont vraiment simples. C'est vraiment simple, le jeu des gardiens, c'est-à-dire qu'ils nous emmènent loin dans leurs histoires, mais quand on commence à regarder de quelle façon ils peuvent nous attraper, c'est incroyable la possibilité d'ouvrir à beaucoup plus intime que cette histoire qui est quand même... Bon, elle a l'avantage d'être souvent palpitante parce que quand on est dans ce film, on est le héros. Donc, on a l'avantage vraiment d'exister en tant que moi séparé et ça peut être terriblement palpitant d'être projeté là-dedans. Mais quand on a soif de simplicité, quelques outils de conscientisation de comment ça se joue, c'est vraiment très simple, en fait, de décortiquer. Et puisque c'est un regard conditionné qui a été conditionné pendant plusieurs années, pour moi, c'est inévitablement une pratique. Tu vois, il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui jardinent, il y a des gens qui vont faire la prière, il y a toutes sortes de pratiques différentes c'est comme pour transformer nos pensées ou prendre une distance par rapport à nos pensées. Mais de mon point de vue, tu vois, c'est que quand on prend de la distance avec nos pensées, pour certaines personnes, ça marche vraiment bien. Et ils ont cette capacité à observer avec une certaine forme de légèreté. Mais quand les pensées reviennent vraiment très fortes, souvent, elles voilent quelque chose de plus intime qui a vraiment besoin d'être entendu pour se déposer dans le silence. Donc, c'est là où, en fait, ce n'est pas qu'une technique dans le sens que ça adresse un peu, de façon plus large, l'aspect humain incarné ici à travers toutes ces apparences d'enjeux qui sont ici, et certains sont réels au niveau de l'incarnation, je parle. Donc, on essaie d'aborder ça de façon un peu globale. Tu vois, mais le principal outil pour moi, c'est la conscientisation de ce qui se joue. Et l'amour, évidemment. L'amour, le regard de compassion par rapport à tout ce jeu de protection qu'on met en place et qu'on perçoit qui est nécessaire. Et ça, c'est intéressant à questionner aussi. Est-ce que tu voudrais nous proposer maintenant cette pratique pour qu'on voit de manière un petit peu plus pragmatique et concrète que ce qu'on peut utiliser, par exemple, pour revenir à l'unité? On y va? On y va. Je vous invite à revenir dans votre cœur. Tournez votre attention vers un espace qui est plus détendu par rapport aux pensées. C'est un espace tranquille. C'est un espace ouvert. C'est un espace qui est capable d'accueillir l'inconfort. L'agitation. Qui est capable d'accueillir qui je crois être. Qui est inclusif de l'expérience.
Cet espace du cœur n'a pas la capacité de choisir ce qui est bien et ce qui ne va pas. Il peut juste être, aimer, aimer toutes les protections qui se mettent en place pour nous autoriser à être autre chose que ce qu'il est vraiment. C'est un espace de clarté. Qui comprend à sa racine ce besoin de protection du moi. Qui a une patience infinie. C'est un espace disponible à écouter le ressenti. C'est un espace amoureux de la dualité. À son service. C'est un espace aussi amoureux de la fatigue de la dualité. Qui attend patiemment qu'on revienne à la maison. Chacun de nous, c'est un espace non défendu, non protégé. Donc l'invitation, ce sera doucement de faire des pas vers un espace de moins en moins protégé. Antérieur à toutes les justifications qui nous convainc qu'on doit se protéger. Qu'il est mieux d'être inauthentique. Qu'il est mieux de garder son cœur un peu à l'abri. Qu'il est préférable de se méfier. Qu'il est préférable de garder une distance. Notre essence, elle est profonde ouverture. Nous sommes invités à aimer nos défenses et doucement à les ouvrir si on en a envie. Et découvrir ce qui est ici, ce qui est toujours ici, ce qui a toujours été ici. Et qui traverse tout ça. Merci Léla pour la méditation. Bienvenue. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez intervenir 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20.
Et je vous invite à nous appeler pour poser vos questions à Della. Vous pouvez également témoigner de ce qui s'est passé pour vous dans cette méditation. Ce sera toujours aussi intéressant. Della, merci pour cette belle méditation. Moi, en tout cas, je suis bien parti. Je vais tenter de garder les pieds sur terre. Il est tard chez vous, hein? Oui, il est tard, mais voilà, on est bien en ta compagnie. Merci beaucoup pour la qualité de ton intervention. Je voulais te ramener sur le chapitre 1 qu'on avait commencé à lire et te ramener à la deuxième partie de ce programme alléchant dont il était question, la plénitude du moment présent, puis ensuite donc l'arrêt de la souffrance. Donc tu parles de cet arrêt de la souffrance. Est-ce que c'est ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu ne souffres plus? Et tout à l'heure tu nous as dit dans l'émission que lorsque tu as décidé d'arrêter ta carrière de médecin, il a fallu que tu fasses un deuil de 8 mois. Donc qu'est-ce que c'est que cet arrêt de la souffrance? Et si souffrance il y a encore dans ta vie, comment est-ce que tu la vis du point de vue de l'unité? Tout dépend de la définition de ce qu'on fait de la souffrance. Si on définit la souffrance comme toute la charge qui est ajoutée, la charge identitaire qui est ajoutée à un vécu immédiat, alors cette charge identitaire, elle n'est plus là. C'est-à-dire que évidemment l'expression de Della, l'expression de la vie, l'expression du corps physique, je peux tout à fait être touchée et je suis très très souvent touchée par la vie, par on va dire par la dureté ou on va dire par la séparation, on va dire que je peux ressentir. Donc il y a des choses qui se ressentent au niveau physique, il y a des choses qui se ressentent au niveau du corps. Et c'est vraiment tout à fait bienvenu. Ce sont des expériences du vivant dans le moment que je peux vivre, mais que je peux vivre complètement de façon très très tranquille en fait. Donc oui, l'incarnation humaine, elle a encore ses défis. Et c'est tout à fait bienvenu. J'aurais tendance à dire que maintenant, je vois les expériences comme des opportunités d'ouvrir encore plus profondément au niveau de l'incarnation. Donc, c'est un peu comme ça que je décrirais. La charge identitaire, toutefois, ça vraiment, j'ai du mal à me relier à quelque chose de cet ordre-là. Qu'en est-il des moments d'intense souffrance? Je ne sais pas si tu as un deuil, par exemple, vis-à-vis d'un proche, je ne sais pas, des peurs X ou Y. Qu'en est-il justement? Parce que tu disais qu'il y avait une certaine tranquillité vis-à-vis de ces moments de souffrance. Lorsqu'il y a des émotions très fortes, viscérales, comment est-ce que c'est vécu en toi? Des émotions très fortes, viscérales, je ne peux pas dire que ça m'arrive... Vraiment. Je dirais que s'il y a quelque chose qui est touché, par exemple, je pourrais, par exemple, pleurer pendant quelques minutes, de me laisser traverser par ce qui est vécu, et puis c'est tranquille. C'est un peu comme ça que ça se vit, s'il y a quelque chose, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Même quand c'est une expérience très difficile, hein. Je ne sais pas, est-ce que tu as eu un deuil ces dernières années, ou est-ce qu'une expérience vraiment difficile, même dans ces moments-là, ça te traverse rapidement? Rapidement ou pas, dans le sens que s'il y a quelque chose qui me traverse, ça se traverse le temps que ça a besoin pour traverser. Mais la notion de temps, pour moi, c'est pas quelque chose qui est... c'est-à-dire que ça ne s'alimente pas au niveau des peurs, des anxiétés, tout ça. Si j'ai un manque, en fait, même le manque, je sens pas beaucoup le manque non plus. Tu vois, par exemple, même au niveau du deuil, pour moi, c'est très clair qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. On est tous déjà unifiés. Il va avoir l'amour
ressenti très fort d'avoir pu vivre la dualité avec une personne pendant un temps, mais on reste unifié. Il y a quelque chose pour moi qui ne se perd jamais. Mais oui, je peux pleurer, je peux pleurer un départ, tout à fait. Et c'est presque précieux, tu vois, de pouvoir ressentir cet amour pour l'autre personne qui s'en va ou qui est partie. Tu vois, c'est quelque chose de riche de pouvoir vivre ça. Et quand tu dis qu'il n'y a pas de mort, c'est ton expérience? Est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as des perceptions qui te permettent de dire que lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que la mort n'existe pas? Ben pour moi, ça relève de l'évidence, dans le sens, quand je dis de l'évidence, je ne veux pas généraliser. Hein, pour moi, c'est une expérience, c'est une évidence pour moi qu'il n'y a pas de mort, que ce qu'on vit ici, c'est la Maya, c'est une construction, c'est une construction de la conscience qui fait qu'on peut vivre cette expérience, cette Maya en fait. Mais ce qu'on est vraiment, on l'est toujours, on l'a toujours été, on le sera toujours après. Donc il n'y a pas de, il n'y a rien qui se perd. Mais d'où en même temps le côté tellement précieux de cette dualité, le temps qu'on est ici, de pouvoir goûter à cet émerveillement de voir des feuilles, de voir des arbres, de voir des voisins, de voir cette vie, de pouvoir manger, goûter, c'est tellement précieux. Mais ça reste la bulle de savon, tu vois, tout ça. C'est très, très beau et c'est très, très bon. On est privilégiés ici. Et dans la troisième partie donc, de cette phrase, tu parles de la découverte de l'amour inconditionnel. Tu as déjà à plusieurs reprises mentionné le mot amour dans cette émission, et c'est un mot qui semble beaucoup te coller à la peau, si je peux dire, mais en tout cas te définir. Qu'est-ce que tu mets derrière cet amour inconditionnel, derrière l'amour? Qu'est-ce que c'est que pour toi l'amour, et quel est ton vécu de l'amour, et quel est ton vécu de l'amour inconditionnel? L'amour inconditionnel, c'est ce qui reste quand on a laissé tomber tous les critères sur la vie. Quand on a arrêté de séparer la vie avec notre processus de protection, il ne reste que ça. Il ne reste que cet amour qui autorise toute expérimentation d'elle-même, qui ne distingue pas, qui est toujours là, qui attend simplement qu'on se dépose, qu'on se dépose en lui. C'est la présence qu'on est déjà, qui est déjà pleinement là et qui autorise l'expérimentation d'être séparé si on a envie d'expérimenter ça, ou si on a peur de l'intensité de cet amour-là. Parfois, on a des expériences spirituelles où on se dit « Ah non, c'est trop, c'est trop ». Des périodes d'ouverture importantes où on se dit « Ah non, moi j'ai goûté à quelque chose de trop ouvert ». Et puis on se referme. Et puis c'est OK, c'est inclus aussi. Parfois, on a des mouvements d'ouverture et puis on se referme, puis on se dit « Ah, j'ai perdu quelque chose ». Mais là, à ce moment-là, tu vois, la présence, elle nous invite à ouvrir notre cœur encore plus pour inclure cette expérience aussi qui est plus contractée. Parce que ce qu'on est vraiment, ça inclut tout ça. Donc, c'est une invitation constante à s'ouvrir davantage si on en a envie, si on a envie de dépasser la peur de cette intensité, ou la peur de l'inconfort, ou la peur de perdre quelque chose. Tout est inclus, et l'invitation, c'est d'inclure.
d'accueillir, d'explorer au-delà de notre limite perçue. Hein, parce que les limites, c'est quelque chose qui est très identitaire. On aime à se définir en tant que limite, mais ça va, mais ça va pas. Donc, mais ça, on se piège nous-mêmes, en fait, parce qu'on se projette dans cette bulle de savon. Mais peut-être qu'on a envie de jouer à la bulle de savon aussi le temps qu'on peut. Et alors, si la vie est amour, pourquoi est-ce que la vie permet tant de souffrance sur Terre? Alors, quel est le rôle de la souffrance? Et puis j'irai même un peu plus loin, où est l'amour dans les dictateurs, les meurtres, les guerres? Ça, c'est une très bonne question. De mon point de vue, la souffrance, les dictateurs, ce sont des éveilleurs, dans le sens que c'est la forme que prend la conscience pour nous demander, est-ce que vous avez encore envie de la séparation? Hein? Le jeu de la séparation va projeter dans la dualité que le dictateur, le tortionnaire, la souffrance, ça va pas. Hein? Et c'est tout à fait naturel, normal de dire, ben ça suffit à toute cette manifestation de la séparation. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est que si on a envie de revenir à l'unité à l'intérieur de soi, ben, cette séparation, elle se dissout quand on s'ouvre à ce refus de la réalité telle qu'elle est dans l'instant. Quand on projette que la souffrance, l'extérieur ne va pas, on alimente encore une fois la dualité et la séparation. Ce qui est parfait parce qu'il y a aussi un mouvement collectif de conscientisation qui s'installe à travers les abus. Donc, c'est un mouvement naturel qui va aller vers... qui va aller mettre de l'énergie, finalement, à guérir ces aspects-là de la séparation qui sont devenus extrêmes. Mais le regard doit être tourné, si on a envie de trouver l'unité, il est invité à être tourné vers la séparation à l'intérieur de nous, qui nous fait encore juger, condamner l'extérieur, l'autre qui est une partie de nous-mêmes. C'est important de prendre ce risque fou de réunifier ce qui est séparé à l'intérieur de soi. Alors, sur le rôle de la souffrance, j'ai envie de lire le chapitre 6 de ton livre, « La souffrance, un catalyseur vers la liberté d'être ». C'est une page, hein, donc c'est pas trop long. La souffrance, contrairement à la douleur qui est une sensation brute et sans histoire de l'instant, est intimement liée à l'oubli du cœur libre de l'être vivant en chacun et à l'attachement à l'idée du moi séparé qui en découle. Elle est le symptôme de la distorsion fondamentale de la réalité issue d'un sentiment viscéral de séparation par rapport à la vie. Le jeu de la souffrance se situe en son essence, dans l'idée que qui je suis est quelqu'un qui a besoin de faire des efforts afin de survivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions à sa nature précaire et mortelle. À partir de cette croyance clairement ancrée dans l'expérimentation du moi, fermé à la conscience qui l'habite, le jeu de la vie devient le jeu de la survie. Selon des critères encore une fois conditionnés et basés sur un besoin de sécurité, le moment simple de la réalité devient la lourde trame de l'histoire du moi, qui se perçoit provenant d'un point X rendu à un point Y dans sa vie et qui doit se rendre à un point Z déterminé par lui-même. Le grand repos spontané de la vie se transforme alors en grand marathon interminable de l'existence. L'attention est mise sur le temps qui passe, sur la peur, sur le manque, lesquels sont relativement compensés par le besoin de contrôler, de savoir et d'avoir. À partir de cette tension d'existence, la possibilité immédiate de s'abandonner à la vie se dissout et les défenses s'affermissent devant la vulnérabilité d'être. Ce faisant, une coupure se crée entre la vie et l'armure confectionnée par les défenses, dans laquelle le moi se protège, mais qui, tel un scaphandre hermétique, l'isole du ressenti du doux vent de l'être.
Le port de cette armure pourra avoir des effets divergents. Pour plusieurs, il sera constitué une protection procurant un confort suffisamment important pour que la pertinence de cette armure ne soit pas remise en question. L'identification restera forte et sans ouverture à explorer plus loin. Pour d'autres, le port de cette armure pourra être à la source d'une soif d'oxygène de l'âme, exigeant de prendre le risque de s'ouvrir à la vie avec vulnérabilité, afin de retrouver la nature même de ce qu'ils sont vraiment, l'océan d'amour de la présence. Ton commentaire? Voilà, il n'y a pas à discuter, hein, le chemin de chacun. Pour certains, c'est important de porter le scaphandre parce que la peur, elle est telle que ce n'est pas envisageable. Donc, pensons par exemple aux dictateurs, aux tortionnaires. On peut bien juger qu'ils sont qui ils sont dans le moment, mais l'important c'est de regarder si nous-mêmes, nous portons nous-mêmes un scaphandre qui nous coupe en fait de la présence qu'on est, qui nous fait croire en fait qu'on n'est pas cet être qui vit déjà tout ce qui nous traverse. Donc l'invitation, c'est vraiment de revenir à soi. Si on a envie, en fait, évidemment, tout le monde va dire, moi j'ai envie d'arrêter de souffrir. C'est tout à fait naturel et humain de vouloir arrêter de souffrir. Mais est-ce qu'on a envie d'arrêter de souffrir au prix de laisser tomber cet attachement qu'on a à qui on croit être? Donc c'est là qu'il y a une apparence d'enjeu. C'est qu'on pense que si on laisse tomber qui on croit être, on va disparaître. Ou on va devenir un légume. Ou on va devenir un sans-abri. Il y a plein d'histoires dramatiques qui se racontent par nos protections, nos gardiens, qui vont nous dire « Ah non, tu peux pas laisser tomber qui tu crois être, tu comprends, c'est beaucoup trop dangereux. » Ben ça, c'est une histoire qui nous maintient encore suspendus au-dessus du mystère qu'on est déjà. Et juste le fait d'y adhérer, d'y croire, attention, elle est encore projetée dans le film de qui on croit qu'on est. Et ça y est, le tour est joué, on ne s'est pas détendu dans l'être. C'est parfait, tu vois, c'est tellement bien fait. Donc, c'est intéressant de regarder quelles sont les pensées qui nous font croire qu'on est autre chose que l'être. C'est très bien monté. Et c'est un film vraiment intéressant. Donc, c'est super intéressant. Ça me fascine toujours de voir la finesse de cette protection-là qui arrivait à nous attraper. Parce que de maintenant et de demain, on ne sait pas. Tu parles dans ton ouvrage de capitulation du mental nécessaire à l'abandon à la vie. Capitulation du mental nécessaire à l'abandon de la vie. Est-ce que tu peux expliquer comment se passe cette capitulation? Qu'est-ce qui peut faire capituler tous ces gardiens dont on a parlé tout à l'heure? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'élan du cœur c'est la fatigue, tu vois, l'envie d'enfin se déposer, d'enfin laisser aller le contrôle et la compréhension fine, de laisser aller le savoir vers cet espace de non-savoir, en fait, qui est sans enjeu. La capitulation du mental, c'est un acte, presque un acte de foi, de risquer, de laisser aller tout ce qui nous suspend dans la toile d'un connu. C'est une invitation de laisser tomber cette toile pour revenir ici. Mais le mental qui a justement pour fonction de se protéger, de se préserver, ne va absolument pas capituler. C'est-à-dire que ça dépend, parce que le mental a cette intelligence de voir aussi si le fait d'être happé par la protection,
si ça continue à être bon pour soi ou pas. Parce que si le mental peut tout à fait prendre le chemin de la libération et de dire, ben, il y a des choses que je vais délester. Donc, les croyances rigides qui nous définissent et qui définissent le monde, elles peuvent être transformées en croyances fluides. C'est intéressant parce que simplement l'idée d'amener de la fluidité dans nos croyances rigides, donc par exemple un matin, est-ce que c'est possible que je ne sois pas qui je crois être? C'est léger, mais ça amène suffisamment de fluidité pour ouvrir au mystère, ouvrir à cette curiosité de l'âme d'explorer plus vaste que sa bulle. Donc, ce sont des petites choses. Capituler, c'est plutôt capituler devant la vie et se laisser surprendre par quelque chose qui est spontané, par quelque chose qui est inattendu, qui est non nommé, qui n'est pas encore décrit pour vivre, en fait. Donc il y a dans le mental une fonction positive, il y a tous ces gardiens dont tu as parlé tout à l'heure qui cherchent à préserver une identité, mais il y a aussi donc une attirance, il peut y avoir une attirance du mental vers un mieux-être qui serait représenté par cet amour inconditionnel, par cette unité. Complètement. Le mental peut être au service de l'être, tout à fait. Donc dirais-tu que dans notre société, nous avons laissé le mental basculer dans sa part d'ombre? Ou est-ce qu'encore on a un petit peu de positivité dans le mental? Mais est-ce que de manière globale, on a l'impression quand même que le mental est globalement négatif? Pour moi, le mental il a été happé par la conscience collective de la séparation, ce qui fait qu'on a pris cette habitude de penser de façon restreinte. Je pense qu'on est un peu... c'est une addiction, hein, la compréhension, le savoir, l'accumulation de connaissances. Aujourd'hui, c'est une addiction. Donc c'est beau, en fait, on expérimente ça, c'est cette capacité à saisir, à classer, à faire des dictionnaires avec la vie, donc c'est très très beau. Mais c'est important, si on a envie d'être libre, de regarder tout ça avec amour et avec compassion, parce que très souvent, tout ce désir de savoir, c'est un besoin de contrôle et de sécurité qui voile en fait un espace qui est terriblement simple, qui n'a pas besoin d'être nommé. Donc, le mental, il peut tisser une toile de connu très, très élaborée qui va faire que l'attention, n'importe quel nouveau qui apparaît va être récupéré pour ajouter un peu de dentelle à la toile. Donc ça, c'est « Ah oui, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, bien sûr, la conscience, elle ne peut pas... » Et puis là, on étoffe notre toile personnelle de connu, donc on se maintient encore comme identité séparée, ou bien on utilise, on va dire, la sagesse de l'âme pour raisonner avec quelques éléments qui vont faire que l'identité va pouvoir se détendre. Donc le mental, il peut être tout à fait un allié dans la détente vers l'être. Pour revenir à l'amour dont tu as beaucoup parlé dans cette émission, et je te remercie, c'est vraiment beau d'entendre autant de fois ce mot amour inconditionnel. Parlons un petit peu d'amour aussi terrestre. Tu es en couple avec Michael, qui lui aussi a découvert sa véritable nature. En quoi est-ce que cela fait de vous un couple différent? Et comment vivez-vous comment vivez-vous le quotidien? Comment vivez-vous les épreuves de la vie? Comment vivez-vous les joies de la vie? La vie, elle est terriblement simple. Je pense que le plus grand cadeau, c'est le fait de vivre à partir d'un espace unifié. Le jeu de la dualité ne se joue pas beaucoup. En fait, ne se joue pas.
dans le sens que s'il y a quelque chose qui peut être touché, ben, c'est clair pour l'un et l'autre que ça n'a rien à voir avec l'extérieur, que c'est quelque chose qui appelle de l'intérieur, qui a envie d'être vu, qui a envie d'être accueilli, qui a envie d'être reçu, qui a envie d'être nommé. Donc, c'est très fluide, très, très simple d'être à deux dans cet espace-là. Ouais, c'est très doux, très, très doux. Ça doit vous faire un choc ensuite de sortir de là, de cette bulle. Enfin, vous devez être habitué maintenant, mais et puis ensuite de retourner ou de voir autour de vous la façon dont les gens s'aiment sur Terre, qui est très conditionnelle. Ça doit vous faire bizarre de sortir de cette bulle, non? Ça donne un petit choc, hein? Mais en même temps, tu vois, tout cet aspect relationnel est rempli d'opportunités pour les gens qui en ont vraiment envie, de profiter de la friction, des frottements pour revenir à prendre soin de la séparation en soi et d'arrêter de voir que le problème provient de l'extérieur. Ça, c'est vraiment très, très libérateur de prendre la vie comme une opportunité, de prendre les relations comme des opportunités, pas pour se donner des outils pour dire à l'autre, ben, tu devrais faire de telle façon et de telle façon parce que moi je sais mieux, mais plutôt de dire, ah, tiens, il y a quelque chose qui est touché en moi, je vais prendre soin de ça. Et ce qui prend soin, ben, c'est la présence qu'on est. Est-ce que cette attitude simple, cette présence qui est en vous, vous permet à tous les deux d'éviter les frictions? Oui. Il n'y en a pas? Très, très peu. En fait, s'il y en a, tu vois, par exemple, dans la dernière année, j'étais en période de ménopause et puis, donc, j'avais vraiment des élans, des émotions, des trucs vraiment qui sortaient de nulle part. Et puis, c'était extraordinaire comme expérience parce que, alors que j'ai une vie relativement tranquille, tout à coup, cette énergie-là, elle cherche la confrontation. Tu vois, l'énergie, elle est là avant même qu'il s'est rien passé, là. Je veux dire, l'énergie, elle cherche la dualité, elle cherche la confrontation. Et puis, c'est extraordinaire parce que c'est de voir que cette énergie-là, elle n'a absolument rien à voir avec l'extérieur. Elle a juste besoin d'être traversée pendant un temps et puis c'est passé, c'est terminé. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas eu de déclencheur autre de mon point de vue, que le système hormonal qui se met en place, et puis c'est tout. Ça se termine. C'est vraiment intéressant de voir le corps, il y a toutes sortes de réactions, et puis on peut vraiment se laisser complètement traverser par elles sans les nier, parce que souvent, en fait, la position de l'observateur, c'est aussi de nier le vécu, donc de ne pas vraiment être un avec le vécu, mais de vivre complètement ce vivant-là, c'est très, très simple. Ça reste très, très simple. Et en quoi le fait que vous soyez tous les deux dans votre nature véritable, ça influence votre vie de couple? Ben, comment je peux dire, c'est terriblement tranquille. Tout est dit, tout est nommé. Le fait qu'on partage un peu le même regard, ça fait que c'est très facile de partager notre regard, notre vision, ce qu'on fait peut-être un peu moins autrement, tu vois, parce que si les gens n'ont pas envie d'entendre parler de ce regard ouvert, on n'a pas tendance à en parler spontanément. On est plutôt disponible pour les personnes qui en ont envie. Mais donc, c'est ça, c'est un vrai cadeau de pouvoir être à deux et partager, cette tranquillité-là. Ça doit être magnifique. Et vous avez tous les deux fondé une école de méditation. Comment est-ce que ça marche? Qu'est-ce que vous y proposez? Oui, en fait, c'est une école, on appelle l'école de la réalité, qui est une école qui
qui est sur la durée. Donc, on a commencé un groupe il y a 3 ans qui se termine cette année. Et c'est une expérience, en fait, où on invite les gens sur le temps, à approfondir le retour à la maison et de rencontrer les résistances qui s'installent ou qui, en fait, c'est un mouvement de vague, hein, si on veut, parce que l'âme, elle peut avoir très soif de revenir à la maison. Quand on s'approche de cette simplicité, souvent les gardiens vont se lever parce qu'il y a des zones plus vulnérables qui sont approchées, qui sont perçues comme des vrais enjeux. Donc là, ça revient, on retravaille, on replonge. Donc c'est un voyage de retour vers la profondeur, vers le cœur. Et nous, on aime bien, on avait bien à cœur de rester engagés avec un groupe sur le temps pour vraiment amener les gens à transformer leur regard sur la vie, d'un regard conditionné et protégé des gardiens à un regard beaucoup plus ouvert d'une âme qui est de plus en plus unifiée à ce qu'elle est vraiment. Donc, c'est ce qu'on a offert dans les 3 dernières années. De ça va naître un livre à l'automne. Et puis, avec les différents outils proposés qui nous ont été offerts tout le long des 3 années, on a reçu du contenu novateur qui nous a nous-mêmes surpris. Et puis, on ouvre à un 2e cycle à l'automne dans lequel les anciens continuent ou pas, mais la plupart continuent. Et puis, on ouvre nos portes à des nouveaux participants, des nouvelles participantes qui auraient envie de se joindre à ce beau groupe de cœur dont l'intention est d'aller dans les profondeurs de l'être. Est-ce qu'il vous arrive de venir en France? Et ça fait quand même un bon moment que je suis allée en France. On allait autrefois, mais depuis la naissance de l'école, on a pris beaucoup sur nous de mettre notre temps, notre énergie sur l'école qui se déroule à Bruxelles et au Québec. Donc, on voyage passablement pour le moment entre les 2 continents. Ça fait quand même un petit moment qu'on est allé en France, oui. Alors, je rappelle que tu es l'auteur de Le cœur ouvert à l'infini, qui est paru en France. Donc, on a cette chance quand même de pouvoir te lire en France aux éditions Acarias. Et un tout petit rappel pour les auditeurs qui ont pris l'émission en chemin. Je vais vous relire la toute petite biographie de Della. En 2005, Della, médecin urgentiste québécoise, entre en collision avec l'unité. Ce choc radical spontané est suivi pendant 2 ans de multiples secousses, desquelles émerge un regard frais et libre sur la réalité. Son partage est un témoignage d'ouverture, d'amour, d'éveil et de simplicité. Voilà, au cas où certains se demandent qui est Della. Alors, Della, effectivement, j'aimerais continuer un petit peu de reprendre certains chapitres qui sont assez courts, donc ça facilite l'extraction de passages. Alors, le 2e chapitre, la réalité et le monde du rêve. À chaque instant, la conscience universelle prend la forme de la réalité telle qu'elle est dans le moment. La réalité n'apparaît donc que dans le moment présent, moment intemporel où la conscience est. L'illusion, quant à elle, relève du monde du rêve, de l'imaginaire et de la pensée. Le passé et l'avenir projeté, ainsi que tout commentaire, interprétation, description ou tentative de compréhension de la réalité brute du moment, voilent l'accès à son expérimentation directe. La réalité telle qu'elle est avant le jeu de l'illusion constitue donc un profond mystère ne pouvant qu'être appréhendé à partir du silence de la conscience. Toute pensée, croyance et identification appartiennent au monde de l'illusion. Comme les nuages qui passent, elles n'ont aucune prise réelle sur la vie. Seul l'attachement du moi à celle-ci a le pouvoir d'amputer le regard sur la réalité. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, ça résume bien. Hein. Peut-être ce que j'aurais envie d'ajouter à ce texte-là qui a une couleur très verticale, hein, parce que il y a l'approche verticale
qui dit qu'il n'y a que la réalité de l'instant et tout ce qui s'ajoute fait partie du monde du rêve, et c'est tout à fait la façon la plus brute, c'est la description pour moi qui est la plus verticale, la plus réelle, la plus directe. Par contre, au niveau de l'incarnation, parfois on a besoin d'une compréhension pour nous amener à nous détendre, pour nous amener à réaliser dans l'incarnation qu'il y a peut-être beaucoup moins d'enjeux qu'on croit, simplement à être, à devenir cette plénitude qu'on est déjà. Et parfois, pour détendre cette agitation, c'est intéressant d'avoir quelques repères ou quelques ancrages pour y arriver, pour arriver à se détendre. Mais ça, chacun et chacune ressent déjà à l'intérieur de lui ou d'elle ce qui est bon pour revenir à la maison. Merci Della. Une toute petite pause musicale et puis on revient après pour la fin de l'émission. Avec plaisir.
Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2 dans l'émission Nouvelle Conscience en compagnie de moi-même Olivier et puis surtout de Della qui est avec nous depuis le Québec pour son ouvrage Le cœur ouvert à l'infini aux éditions Acarias. Alors Della, j'ai quand même un auditeur qui m'a laissé une question. Merci à lui. C'est une question sur ton mode de vie et en particulier sur ton alimentation. Donc, est-ce que tu es végane ou quel est ton mode d'alimentation? Et peut-être qu'on pourrait étendre un petit peu la question. Et est-ce que tu as un mode de vie sain? Est-ce que la réalisation est compatible avec un mode de vie moins sain que ce que l'on connaît d'habitude, à savoir pas d'alcool, pas de cigarettes, pas manger de viande, etc. Écoute, moi, je mange de tout. J'ai eu des périodes véganes, mais effectivement, pour moi, tout est inclusif. Il n'y a pas de... c'est difficile de se fixer sur un point de vue, tu vois. Donc, parfois, je peux avoir des périodes où je suis plutôt végétarienne. Pour le moment, je suis plutôt végétarienne, mais c'est plutôt fluide, tu vois. Ça fluctue en fonction... du besoin du corps du moment. Donc, c'est pas tant... j'ai pas l'impression que ce sont des habitudes conditionnées, c'est plutôt des courants, tu vois, des courants qui répondent aux besoins du corps dans l'instant. Donc, c'est un peu comme ça que je vois comment ça se place chez moi. Comment est-ce que tu analyses de ton point de vue, de ta perspective, ce que le monde traverse actuellement, cette crise qui semble affecter tant de gens, cet assaut de la négativité un peu partout, semble-t-il, hein, parce qu'évidemment, à travers le regard des médias, forcément notre regard sera négatif, alors qu'il y a aussi de très belles choses qui émergent. La preuve ce soir avec cette belle émission et cette belle invitée que l'on a dès là avec nous. Donc il y a des belles choses, mais ceci étant, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses très difficiles. Quel est ton regard là-dessus ? Qu'est-ce que l'on traverse finalement? Quel est le sens de cette épreuve? Pour moi, on vit une expérience d'éveil, une expérience d'éveil collectif qui passe à travers l'absurdité de la séparation qui est rendue en fait presque... insupportable en quelque part. Tu vois, on est rendu à un moment où il y a une destruction de la planète au niveau des droits les uns et des autres. Pour moi, tout ça est un moteur très fort d'éveil collectif. Pour nous amener à dire, eh bien, attends, à quoi est-ce que j'ai envie de jouer? Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que en quelque part, ça augmente aussi la dualité parce que le fait que c'est plus difficile, ça stimule beaucoup les peurs identitaires. Donc, en même temps, c'est comme si la séparation devient encore plus effervescente, un peu plus clivée de positionnement. Mais pour moi, c'est intéressant de prendre une distance par rapport à la négativité et de prendre le risque de l'apercevoir comme un mouvement d'éveil et comme une invitation à se repositionner à l'intérieur de soi par rapport à tout ce qui est vécu. Est-ce qu'on va vers ce plongeon dans la négativité? Est-ce qu'on continue de l'apercevoir comme de la négativité? Ou est-ce qu'on prend le risque de regarder à l'intérieur de soi, qui est la seule séparation qu'on peut dissoudre, de regarder à l'intérieur de soi si on a envie de laisser tomber toute cette réactivité par rapport à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est définitivement un mouvement d'éveil, quoique la vie est très mystérieuse, et ça, c'est le fond de l'affaire. Mais moi, vraiment, je garde dans mon cœur très précieusement la possibilité que ce soit un mouvement d'éveil collectif et mon énergie, elle est orientée vers ça. Donc à ton sens, finalement la façon dont chacun d'entre nous peut influencer à son échelle sur l'état planétaire, c'est en travaillant sur soi-même, en contribuant à apaiser nous-mêmes notre propre négativité.
si la personne le sent, évidemment, parce que si elle le sent pas, c'est encore quelque chose qui est, tu vois, qui serait imposé par une idéologie extérieure. Mais pour moi, effectivement, le chemin, ce serait de revenir à l'un, de revenir à l'intérieur de soi. Et puis, à partir de cette reconnexion à l'un, il y a des mouvements qui se font aussi, tu vois, un mouvement qui est libre des peurs, mais c'est un mouvement qui va aussi dans la prise de conscience collective, qui est tendre, tu vois, par rapport à ce mouvement de séparation créateur de beaucoup de souffrance dans le moment. Il y a quelque chose qui doucement s'installe à travers l'incarnation ici. Donc, oui, pour moi, c'est de retourner à l'intérieur, mais si ce serait de contribuer à l'extérieur, moi, j'ai aucun souci, ça fait partie du grand plan aussi. Hein. Tout ça, c'est, de mon point de vue, hein, tout ça est à sa place. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à toi, Adela, d'être intervenue pendant ces 2 heures à cette antenne. Bonne continuation à toi, bon succès pour ton école de méditation, pour ton école de la réalité. Et encore une fois, un grand merci. Merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Les programmes continuent sur Radio Ici Maintenant.